à tous, bienvenue au balado Les Expéditeurs de Envoi Québec, du Conseil québécois du commerce de détail. On va parler dans ce balado de tout ce qui touche le e-commerce, les expéditions, la livraison de colis, pour essayer de donner des outils aux détaillants à travers la province pour améliorer et optimiser leur commerce en ligne. Envoi Québec, c'est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail qui vise à aider les détaillants dans l'expédition de colis. Donc c'est une plateforme sur laquelle ils peuvent se connecter et optimiser leur livraison. Dans le cadre de cette initiative, on est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans une enveloppe qui s'appelle l'OTN, l'Offensive de la transformation numérique. Et dans cette enveloppe, il y a plein d'autres programmes qui aident les entreprises, dont eLog de PME Montréal, qui aide les entreprises dans la gestion des opérations et aussi dans l'utilisation des nouvelles technologies au sein de leurs opérations. Donc c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de discuter de ça avec Alexandre Caron, ici présent avec nous, qui est directeur e-commerce donc de eLog, et Cédric Audel, qui est propriétaire de l'entreprise Galaxy AI, où on va essayer de vulgariser l'intelligence artificielle et de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez simplement et efficacement l'utiliser dans votre entreprise. Donc, Alexandre, Cédric, merci d'être là. Merci de nous avoir. Merci. Alexandre, est-ce que tu peux peut-être commencer par expliquer ce que c'est que eLog et aussi la relation d'affaires que vous avez avec Galaxy AI? Donc, eLog, un peu un pendant de ton entreprise, en fait, de ton organisme, c'est une initiative de PME Montréal qui est finalement vouée à aider les entreprises en commerce électronique et la chaîne logistique. Ça veut dire les gens qui font aussi, dans le fond, l'entreposage, la gestion des commandes et le transport. Donc, on va amener les entreprises à intégrer des solutions technologiques, à choisir des fournisseurs de services et à optimiser finalement l'ensemble des opérations. OK. Et toi, de ton côté, Cédric? Ben moi, on se parle au moins une fois par semaine, en fait, avec Alexandre, parce qu'il y a toujours des nouveaux cas qui arrivent. L'agence Galaxia, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est de rendre accessible l'intelligence artificielle aux plus petites entreprises. Il existe déjà des grosses structures qui font des grosses choses, mais maintenant, avec des outils comme ChatGPT qui sont un peu démocratisés, on peut faire plein de choses. En tout cas, on va en parler. Je vais pas en raconter plus tout de suite, là, mais on va avoir le temps d'en parler. Exact. Pour commencer, je dirais avec toi, Alexandre, parce que toi, tu es vraiment en contact avec les entreprises. Ouais. Tu les aides vraiment dans l'optimisation de leurs opérations et vous parlez de plus en plus d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu ressens comme besoin des entreprises qui viennent te voir spécifiquement pour ça? Il y a deux choses, en fait. Il y a des gens qui ne savent pas par où commencer. Donc, effectivement, on entend, maintenant, il y a ChatGPT, il y a Gemini, Perplexity, il y a Claude, il y a plusieurs outils qui sortent. Donc, il y a un besoin de faire un peu le ménage là-dedans. Donc, lesquels je devrais utiliser, comment. Et il y a ceux qui sont un peu plus avancés qui, eux, ont déjà une idée spécifique en tête. Donc, ils veulent, par exemple, avoir un chatbot intelligent. Mais il y a plusieurs chatbots qui existent sur le marché. Donc, on a besoin d'un service où on va aider à sélectionner celui qui est approprié en fonction de leur site web, leurs compétences techniques, du budget. Et donc, on ne va pas le faire eux-mêmes. Donc, notre but à nous, c'est de comprendre le besoin et ensuite de trouver finalement une ressource appropriée pour effectuer le travail qui est plus en profondeur. C'est là où on va aller chercher, par exemple, Cédric, pour les entreprises qui sont, disons, de plus petite taille, je dirais moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Pour ces entreprises-là spécifiquement, on commence par quoi? C'est quoi la première chose ou les premières choses qu'on va intégrer dans les entreprises? Je vais te laisser après poursuivre, mais effectivement, la base, c'est quand même de bien utiliser les outils génératifs, donc les assistants que sont ChatGPT, par exemple. ChatGPT, pour moi, est encore un incontournable. Là, ça reste probablement le couteau suisse de l'intelligence artificielle générative. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir un compte ChatGPT payant. Donc, ça veut dire qu'il donne accès non pas juste à des bribes d'intelligence artificielle, mais à avoir finalement une relation avec l'intelligence artificielle qui comprend l'entreprise, notre mission, notre langage, pour qu'on gagne finalement, plus on l'utilise, plus finalement il s'améliore. Donc, la base de la base, c'est vraiment de choisir un assistant d'intelligence artificielle et d'avoir un compte sur lequel on peut commencer à entraîner notre... Et comment on l'entraîne, comment on le nourrit justement? Oui, je vais te laisser embarquer peut-être sur ce cas-là. Il y a plusieurs manières de le nourrir, mais comme disait Alexandre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un compte payant. Ça coûte, souvent on dit un compte payant, waouh, c'est 20 pièces par mois, là. 20 pièces US par mois, on peut commencer avec ça. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je vais pouvoir avoir plus
d'accès à cette intelligence artificielle, des données beaucoup plus à jour. Je vais pouvoir uploader un peu plus de fichiers, par exemple analyser un tableau Excel pour voir mes prix, faire des analyses là-dessus. C'est une question qui revient là, mais c'est comment est-ce qu'on intègre, quand tu dis on prend le système payant, mais comment est-ce qu'on l'intègre à nos solutions? Est-ce que toutes les solutions peuvent intégrer l'intelligence artificielle? Mais en fait, il faut savoir, souvent on parle de ChatGPT, mais ChatGPT, il fonctionne pas il fonctionne tout seul, mais on peut plugger toutes des applications avec pour travailler avec. Donc, je vulgarise un petit peu, mais tu as des connecteurs comme, il y en a qui connaissent Zapier, Make, etc. Tu peux connecter, c'est près de 5000 outils en ligne que tu peux connecter là-dessus. Donc, imagine si tu dis à l'intelligence artificielle, ah ok, je veux que tu fasses ça dans mes emails, je veux que tu fasses ça dans mon CRM. Là, on commence à vraiment s'amuser un petit peu. Maintenant, pour ce qui est de l'entraînement, pourquoi je parlais du compte payant, parce que là, ça m'est revenu quand tu m'as évoqué la question, c'est que dans ChatGPT, quand tu as la version payante, tu peux créer ce qu'on appelle des GPTs. Donc, tu crées tes propres petits assistants pour faire des micro-tâches. Donc, au lieu d'aller retaper des prompts, donc les prompts, c'est quoi? C'est des requêtes, une demande que tu vas faire. Ben, moi, quand je fais une requête, je fais pas une requête de 2 lignes, je fais une requête d'1 page. Parce que je dis, je veux que tu fasses ça et que tu dises ça. Et que quand tu réponds au mail, d'abord, tu commences par une formule de politesse. Ensuite, à la première ligne, tu vas évoquer le problème et faire rappeler la problématique. En 2, tu proposes une solution en te basant sur A, B, C. Donc ça, c'est un vrai prompt assez large. Mais tu peux pas t'amuser à faire cette requête à chaque fois que tu vas aller sur ChatGPT. Donc tu vas te créer des assistants, dire, bon voilà, ça c'est mon assistant pour répondre à ce type d'email. Ça, c'est mon assistant pour faire ma traduction. Ça, c'est mon assistant pour créer des publicités Facebook pour mes prochaines promotions. Donc, c'est comme ça que tu vas t'améliorer là-dedans. OK. Là, tu as donné des exemples sur l'utilisation des courriels. Tu parlais du CRM. Ce serait quoi, par exemple, une connexion qu'on peut faire entre le CRM et ChatGPT? Je vais te donner un exemple que j'ai fait récemment, qui a rien à voir avec le e-commerce, mais qui est intéressant, c'est pour de la prospection en B2B. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je prends une URL d'un site. Okay, lui, c'est un client potentiel, donc je vais récupérer un certain nombre d'URL. Je vais le passer dans un système comme Make. Donc, je le rentre dans un tableau Excel. Il rentre, l'intelligence artificielle voit l'URL. Elle va chercher sur le site web un email public qui est disponible. Elle va chercher le nom du propriétaire. Donc, je lui indique, OK, je lui indique ce que je fais moi en temps normal. OK, quand je vais sur le site, je vais dans la page à propos, je vais lire la page à propos, je regarde qui est le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait, etc. Une anecdote sur le propriétaire. Et ensuite, après, je lui dis toute cette information-là, tu la rentres dans mon CRM. Là, tu mets le nom là tu mets le prénom là tu mets la description, là, tu mets ça, là, tu mets ça, là, tu mets ça. Et après, dernière étape, tu me prépares un email en draft que je peux relire. Et après, moi, j'ai juste à aller, je regarde mon site, je regarde mon email. Ah, OK, ça fait du sens. Je fais des ajustements. J'aime pas. Après, je prends l'intelligence artificielle, mais j'aime pas lui donner 100%. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, de lui donner 100% des commandes. Donc, on peut lui donner aussi 80% des commandes, dire tu fais tout le travail, et puis moi, en tant qu'humain, je fais un contrôle derrière. Et là, je suis OK avec ça, OK, où j'apporte des améliorations, et puis après, c'est parti. C'est un bon point parce que l'intelligence artificielle, ça reste un assistant. C'est pas un employé. On peut pas lui confier des tâches complètes nécessairement. Il faut avoir quand même toujours une période de validation. Donc, effectivement, c'est pas une bonne approche de dire à ChatGPT, réponds à mes courriels. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est dangereux. Parce qu'en fait, il faut avoir un contrôle. Donc, généralement, on va lui faire des drafts. Et là, on va passer à travers des drafts qui sont généralement à 80 à 100%, là, on va dire. Et puis, parfois, des petites choses qu'on dit, ah ouais, non, ça, je préfère pas le dire. Donc, mais on fait pas. Beaucoup de nos clients, ce qu'ils veulent, c'est un peu les gens pensent à l'automatisation du genre, voici mes commandes cette semaine, j'aimerais que tu t'envoies mes PO automatiquement à mes fournisseurs. On ne fait pas ça. Donc, il faut quand même valider les PO parce que, les fournisseurs ont des contraintes, des qualités. On ne peut pas juste faire tout ça tout automatiquement. Donc, c'est pareil pour les AI. Ça reste un outil qui est très performant, mais il faut quand même valider les informations. Puis, là, on est parti peut-être un peu loin dans les connexions API, là, mais la base d'utiliser un ChatGPT, c'est vraiment d'apprendre à communiquer pour avoir un bon résultat, dans le fond, le meilleur résultat possible, parce que l'intelligence artificielle aime bien élaborer ou aime bien inventer le trou qu'on a laissé. Donc, si on ne lui donne pas toutes les informations, à savoir on est qui, c'est quoi notre mission, c'est quoi notre ton d'entreprise, c'est quoi le sujet de la requête. Est-ce qu'on veut faire un post pour la fête des mères? Est-ce qu'on veut faire un article de blog pour la fête des mères? Est-ce qu'on veut faire un email pour la fête des mères? Donc, il faut détailler vraiment le plus possible les informations, le format, la clientèle,
la taille. Donc, plus on donne d'informations, donc plus on apprend à rédiger des bonnes requêtes, meilleur est le rendu au final. C'est là où il enregistre tout ça pour la prochaine fois qu'on fera d'autres requêtes. Dans pas besoin de répéter toutes les informations sur l'entreprise dans le cas d'un compte payant. Dans le compte payant où on entraîne effectivement un assistant personnalisé. Là, si tu me corrigeras si je me trompe, mais pour l'avoir essayé, on a deux interfaces. Là, on a une interface d'entraînement où on va effectivement enseigner, on lui dit, moi, voici, puis je veux que tu répondes de cette façon-là. Et ensuite, on a l'interface un peu de requête où là, on va effectivement juste lui lancer. Lui, il sait que c'est le bot pour faire des posts Facebook. On n'a pas besoin de dire, fais-moi un bot Facebook pour mon entreprise de vêtements. Bon, il comprend déjà ça, là. Il dit, fais-moi un post pour la fête des mères. Et il comprend déjà, lui, il a l'historique des derniers posts, donc il sait un peu où est-ce qu'on est rendu. Et il connaît l'entreprise, il connaît le langage, donc il va pouvoir te sortir de façon très rapidement. Est-ce que je peux rajouter bien sûr, un truc là-dessus? J'ai un exemple concret. Moi, je viens du monde du marketing numérique de base et j'ai roulé une agence pendant plus de 10 ans. Je faisais énormément de publicité et le truc le plus long, c'était de créer des textes. Donc j'ai créé, comme l'explique Alexandre, un assistant où j'ai mis tout mon savoir-faire de ces 10 années et plus là-dedans. Donc je lui dis, moi, quand je fais une pub, la première chose que je fais, je segmente en 3 parties. Une audience froide, une audience... Ensuite, après, je mets mon titre, mon titre accrocheur pour qu'il soit marquant, il faut qu'il y ait A, B, C, D. Le texte, c'est A, ta. Là, quand tu vas sur la landing page, je veux que tu regardes ça. Et là, après, il comprend cette information. Puis des fois, il va te demander, il va dire, est-ce que la réponse que j'ai faite te convient? Il va te donner deux types de réponses. Là, tu vas dire, je préfère celle-là. Et à force que tu vas lui faire des requêtes, il va comprendre et il va te donner des meilleures réponses. Les erreurs classiques, là, ça serait lesquelles quand on commence à utiliser cet outil-là? Pas lui donner assez d'informations. Ouais. Si tu fais une requête de deux phrases, là, il va te répondre très général. Ouais, il va prendre un truc d'Internet. Et il y a autre chose qui est vraiment important, c'est lui donner un carré de sable à ton carré de jeu, là. Parce que il y a deux choses. Tu peux lui demander des informations qui viennent de toi, d'une base de données. Donc tu vas lui donner, je sais pas moi, un PDF avec toute l'information. Et tu peux lui prendre l'information d'Internet. Quand tu vas prendre l'information d'Internet, attention, parce que tu sais pas où il va prendre sa source. Moi, des fois, je lui demande, je lui dis, OK, une fois, je faisais pour une entreprise qui vend des produits de sport, pour de récupération, je voulais sortir des statistiques. Qu'est-ce que tu as comme statistiques dans le marché du sport par rapport à la récupération, etc. Est-ce que les gens qui s'étirent, en tout cas, on s'en fiche de la requête, mais il m'a sorti, je lui dis, donne-moi des analyses scientifiques qui démontrent que, etc. Et là, il m'a sorti oui, à 60%, non. Je lui dis, OK, où est-ce que tu as pris cette information? Je l'ai prise sur Science, machin, etc. Donc, je lui dis, donne-moi l'URL. J'ai pris l'URL, je suis allé voir, et j'ai lu l'article. Et en fait, des fois, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Il va voir un tableau, il va l'interpréter de la manière qu'il veut, et puis... Et là, tu vas dire, OK, mais je lui dis, c'est pas bon. Et là, il me dit, excuse-moi, je me suis trompé. Et je vais chercher une autre source. C'est pour ça que quand tu prends des sources d'Internet, faire très attention. Par contre, si tu es un e-commerçant et tu t'appuies sur l'histoire de ton entreprise, etc., c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la température. Tu lui donnes, dans les chatbots, on utilise beaucoup ça, une note entre 0 et 1. Si tu lui donnes une note de 0, il va se fier uniquement et strictement à ton document, à la lettre près. Si tu lui donnes une température 1, il va regarder ton document, mais il va regarder un peu Internet, donc il va faire des interprétations. Et c'est là le risque. Donc d'essayer de lui donner des températures basses. Tu peux le taper dans ton prompt, je veux une température à 0.2. Tu vas voir que... Il va reconnaître le terme. Il va le reconnaître et il va se caler au document. Ok. Il y a plein de petits trucs comme ça, là, comme l'idée de la température. Là. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'informations facilement là, sur les petits trucs d'utilisation d'un ChatGPT ou autre? Tu t'apprends en jouant et puis tu lui demandes aussi. Des fois, moi, je lui demande, est-ce que la requête que je t'ai faite, est-ce qu'elle est bonne? Comment je peux l'améliorer? J'ai fait ça, mais c'est pas assez bien. Ou ça, c'est génial. Je dis, ça, j'ai un résultat génial. Comment je fais? Quel serait le prompt idéal pour avoir cette réponse? C'est lui qui va faire le travail pour toi. Et c'est exactement, souvent, on va en communiquer un prochainement, mais on peut transformer, dans le fond, une des forces de l'intelligence artificielle, c'est que ça peut être aussi un enseignant. Il peut nous enseigner à l'utiliser lui-même. Donc, c'est très dur de trouver d'informations aussi précises, mais on peut demander justement à ChatGPT, peux-tu m'aider à rédiger le prompt qui va me donner la meilleure qualité possible? OK. Et donc là, il va se transformer lui-même en éducateur. Donc là, tu lui dis, effectivement, c'est un prompt qui est très long, parce que le prompt éducateur, là, où on transforme ChatGPT en prompt, lui, il se donne lui-même des directives. Il dit, ne donne pas de biais, sois concis, réfère-toi à des sources fiables. Et là, il y a toujours un exemple, exemple de communication entre lui et l'utilisateur qui se donne lui-même
Genre, l'utilisateur va te demander telle question, tu vas lui répondre ce genre de réponse. Et ça, c'est un prompt qui fait une page. Mais ça transforme effectivement complètement ChatGPT en éducateur de prompt. Et il va te donner des conseils comme ça, sur la température. Est-ce que tu veux que je me base seulement sur le document ou plus là? Et donc, ça, c'est une façon qu'on peut faire. Il faut vraiment le voir comme étant quelqu'un qui peut nous assister même dans sa propre utilisation. Mais ça paraît beaucoup quand même, de devoir lui demander, de m'aider à utiliser ce propre outil. Beaucoup d'apprentissage. Puis j'ai l'impression que la courbe d'apprentissage, elle est longue à partir. Est-ce que je me trompe ou comment est-ce qu'on convainc les gens un peu d'y aller quand même là? C'est oui et non, il faut passer un peu de temps là-dessus, mais tu apprends avec lui. Il ne faut pas se dire je vais apprendre tout seul, tu apprends avec lui. Moi, il y a des choses, des connexions que je voulais faire. Par exemple, l'automatisation que je mentionnais tantôt, où je lui donne une URL, il va faire la recherche sur le site, etc. Tout début, j'ai dit, regarde, je veux faire ça, comment on fait? Tu peux commencer comme ça. Et puis tu pars une discussion. Bon, ça peut être longue, là. Tu peux passer beaucoup de temps à discuter avec lui, mais tu peux trouver des pistes de solutions. Et puis des fois, il y a des choses, par exemple, je travaillais sur un logiciel comme Make pour faire des automatisations, et je dis, voilà, moi j'ai un problème. Quand tu trouves l'information ici et je passe dans un autre logiciel qui est Hunter pour aller chercher l'email, il ne trouve pas. Et j'ai ce message d'erreur. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, voici des pistes de solutions que tu peux faire. Et puis là, tu apprends, j'ai essayé cette solution. Est-ce que tu n'as pas une alternative ou un logiciel alternatif pour compléter l'action que je veux mener? Donc en fait, tu apprends avec lui. Ok. Donc il faut sans arrêt discuter avec lui, puis dès qu'on a une question, que ce soit par rapport à lui ou par rapport à autre chose, on peut lui poser la question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est souvent le meilleur pour répondre à ces questions-là. Il y a beaucoup de données à intégrer. Et comment est-ce qu'on intègre cette donnée-là, surtout l'information de l'entreprise, pour qu'elle se rappelle un petit peu de qui on est, qu'on n'ait pas à chaque fois à le répéter. Donc quand on a l'utilisation payante, il garde en tête, mais on doit commencer par quoi? Souvent, on peut donner le site web du site. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un client, justement, puis je vais avoir un peu, pouvoir l'aider pour un peu comprendre l'essence, on demande à ChatGPT, va voir tel site, résume-moi la mission, les objectifs, la clientèle cible. Si ChatGPT n'est pas capable d'identifier, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de la communication de la marque nécessairement. Mais généralement, on va avoir une bonne image. Et donc, ça, on peut presque prendre ça et le donner en entraînement. Voici ma marque. Généralement, les gens, ils ont des articles de blog, il y a une façon de nommer les choses, il y a des articles sur certains sujets. Ça va généralement arriver à trouver l'essence de la marque que même eux n'auraient pas pu exprimer finalement. Et donc ça, c'est un bon début. Il peut trouver ton ton aussi, ton ton à toi, ta manière d'écrire. Ouais. Dans l'exercice que je donnais des emails, je lui disais, je veux que tu fasses, je lui donnais quinzaine d'emails que j'ai fait, j'ai dit, je veux que tu t'entraînes à le faire comme ça l'email, c'est ça mon ton. Et puis savoir choisir quand c'est que tu vas faire le tutoiement et le vouvoiement aussi. C'est plein de choses que tu peux lui donner comme... Plus on lui donne d'informations sur ce qu'on a produit nous-mêmes ou ce qu'on considère nous comme étant bon pour nous, bien, lui, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer... En fait, quelqu'un. C'est quand même c'est un programme de langage statistique, là. Donc, il va comprendre que statistiquement, toi, dans telle situation, tu vas vous voyer, dans d'autres situations, tu vas tutoyer. Mais donc, il va vraiment comprendre, parce qu'il t'étudie de façon numérique, là. Et il va comprendre quand tu prends une tournure ou une autre, comment tu communiques avec ton client, comment tu réponds avec lui quand il te donne une critique. Mais toujours pour élaborer un plan statistique de positionnement des mots. Okay. Donc là, par exemple, je fais une extraction de tous mes courriels que j'ai envoyés et que j'ai reçus aussi, puis je l'intègre... Après, je mets juste un bémol, il faut faire attention aussi avec les données. Ben oui, c'est ça. Tu vas extraire tes courriels, mais pas brutal en mettant les courriels de tout le monde. Moi, j'anonymise mes données là, chaque fois que je les rentre. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. On faisait une analyse sur un événement. J'ai le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone. Tout ça, j'enlève. Je vais garder mes colonnes qui m'intéressent, mes codes postaux, le chiffre d'affaires par individu. Mais j'ai plus les noms des individus. C'est devenu des numéros. Anonymiser les données. Là. Ouais. Je fais juste une parenthèse. Mais c'est vraiment important. Qui est vraiment important. Parce que vous connaissez Cambridge Analytica? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on peut nous dire qu'on contrôle les données, qu'on n'écoute pas les conversations, mais bon, qu'est-ce qu'on va apprendre dans 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Donc, il vaut mieux, effectivement, se protéger tout de suite. Là. Donc, effectivement, quand on a des données sensibles, ne pas les donner directement. Oui, c'est ça. Anonymiser les données là pour Mais pour revenir à ton mail, oui, tu peux copier tes emails. Je vais te donner un exemple. Là, en ce moment, on travaille sur un bot, un assistant virtuel pour une boutique e-commerce.
Ce qu'on a fait, c'est que je suis allé dans les messengers et puis j'ai fait des copier-coller, là, c'est plate, mais copier-coller dans un document et j'ai dit voici les questions, les demandes fréquentes. Puis là, il te fait une analyse. Et puis c'est comme ça que je commence à travailler avec. Il y a, là, on a parlé de ChatGPT, mais ce serait quoi les autres outils d'intelligence artificielle qu'on pourrait intégrer dans un e-commerce? Waouh! Ben, écoute, le plus fréquent et le plus utile. Il y a deux types, un peu, on va dire. Donc, il y a les outils qui fonctionnent sur de l'entraînement, qui vont se connecter de façon sporadique, quand on va leur demander d'aller chercher de l'information connectée. Sinon, comme ChatGPT est entraîné présentement, si je me rappelle bien, c'est sur des données d'avril 2023. Donc, lui, il a eu accès à des données, bon, que ce soit des données Internet scientifiques. Et il y a d'autres outils qui sont un peu comme Gemini de Google, qui, eux, sont un peu un pendant à Google. Donc, ça veut dire qu'eux sont entraînés un peu comme s'ils faisaient des recherches sur Google, finalement. Mm-hmm. Donc, on a ces deux outils-là. Donc, en fait, Claude est un concurrent, là, je dirais, le plus sérieux à ChatGPT. Claude est sorti récemment, c'est Anthropic, qui est la compagnie derrière, qui est la même compagnie qui a fait Perplexity. Perplexity, lui, est un concurrent à Gemini. Donc, qui est un genre d'engin de recherche par intelligence artificielle, donc qui vient concurrencer Gemini. Donc, on a OpenAI qui a ChatGPT comme engin de langage. On a DALL-E qui est le générateur d'images. Et puis, Anthropic qui a Claude comme générateur de texte et Gemini qui est un engin de recherche. Donc, lui, s'est lancé un peu là-dedans. Et donc, ça résume un peu les deux groupes importants, là, OpenAI et Anthropic. Okay. Le dernier que tu as nommé, là, l'engin de recherche, ouais. Ça serait quoi la distinction entre un engin de recherche et puis un moteur de recherche? Donc, c'est là où on va. Ben, on commence à le faire de plus en plus, je pense, même sur Google. Là. C'est que plutôt que de taper des mots-clés, là, bagel, Montréal, bon, peu importe, là, on peut vraiment aller poser une question. Selon toi, quel est le meilleur bagel à Montréal? Puis là, bon, il va nous dire, bon. Et là, on passe un peu généralement, sur Google, tu aurais sponsored. Ouais. Bagel. Donc là, ben, l'AI ne va pas effectivement, normalement, ben, on sait que Gemini sûrement, là, mais présentement, elle va te donner de l'information qui est axée sur bon, des commentaires clients, bon, des sites référents qui ont référencé vers moi, je pense que c'est le meilleur bagel à Montréal. Et un site comme Perplexity, donc, qui est un peu le pendant à Gemini de Google, va t'amener des sous-questions supplémentaires à poser, genre quel est le meilleur au pavot, le meilleur bagel au pavot, quel est le meilleur bagel. Bon, tu sais, donc, il va t'aider à comme raffiner ou à élaborer un peu la question. Donc, il y a une discussion qui s'installe. Oui, il y a une discussion l'engin de recherche qu'il n'y a pas avec le moteur de recherche. Finalement, ouais. Et donc, la différence entre les deux outils, c'est effectivement, pour générer du contenu, du texte, on va aller vers des solutions type ChatGPT Claude, où on va générer justement, on veut des données d'entraînement, on veut un peu une façon humaine de gérer le problème. Et quand on va chercher des données de marché, des études de tendance, des études de cas, là, on serait plus à même de poser ces questions-là à un Gemini ou un Perplexity, qui va être à jour. Si je demande c'est quoi les tendances pour le Black Friday à ChatGPT, en 2024, il ne sait pas. Si je demande à Gemini, lui, il va me sortir, il va faire un peu une recherche Google qui va un peu trier, là. Donc, lui, il va pouvoir me sortir selon Foster juillet 2024, les tendances cette année sont. OK. Ben, c'est intéressant que tu parles de tendances et justement, je voudrais m'en aller un peu plus sur l'aspect, la vision marketing. Pour un site e-commerce, un commerce en ligne, quels sont les outils qu'on doit utiliser pour avoir du bon référencement, pour avoir un bon positionnement marketing? Je ne vais pas dire, déjà, j'aime pas dire il faut prendre tel outil ou tel outil. Souvent, les gens viennent me voir et il y en a qui ont déjà des problématiques existantes. Je veux ça, parfait. Il y en a qui me disent, moi, je veux mettre de l'IA. OK, tu veux mettre de l'IA, mais c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'avec l'IA, tu peux faire tellement de choses qu'on pourrait te mettre de l'IA à chaque action que tu fais sur ton site. Donc, c'est de voir c'est quoi tes besoins. Il y en a, ça va être, tu vois, je parlais du cas pour le bot. Le chatbot, c'est pas nécessairement une bonne chose pour tout le monde. Ça peut l'être, mais par exemple, la cliente que j'ai, elle, c'est une personne à temps plein qui répond aux emails et aux requêtes sur Messenger et sur les messages privés Instagram. Donc là, on est en train de lui monter un bot qui va répondre à toutes les questions. Parce que les gens ne vont pas lire la FAQ là, sur un site. Là. Ouais. Ça les intéresse pas. Là. Ils vont la parcourir en diago et ils vont t'envoyer un message sur Messenger. Ah, au fait, c'est quoi ça? C'est quoi la politique de retour? Donc,
On a centralisé tout ça. Il va répondre sur le site, il va répondre dans Messenger. On connecte l'IA à Messenger, on le connecte au message privé sur Instagram. Et du coup, la personne qui faisait ça à temps plein va pouvoir se coller à une autre tâche. Enfin, pas à temps plein, mais 90% de son temps. Ouais. Donc, mais la personne qui répond, elle a un pouvoir décisionnel. Elle peut prendre une décision face à une situation. Le chatbot, lui, il peut pas ou il va le faire, mais on sera pas content. On peut. Après, après, ça dépend de chacun comment il est confortable avec le pouvoir de décision. Dans le cas de la cliente, là, ce qu'on a mis, on a dit on va faire un truc en 2 étapes. Donc, des fois, il va pas avoir la réponse. Parce que nous, ce qu'on a fait, on lui a fourni une base de données Excel qu'on a convertie en JSON, qu'on a mis dans le bot, mais elle a répondu à toutes les questions qu'elle a reçues sur 1 ou 2 années. Là. On a fait un tableau, questions, réponses, tag, catégorie. On lui a donné ça, et lui, il va chercher là-dedans. En tableau, d'ailleurs, il répond plus vite que si c'est du texte. Ouais. Donc, c'est structuré. La structure va aider l'algorithme. Okay. Exactement. Et donc, lui va répondre à ça. S'il ne trouve pas la réponse, il va essayer de reformuler le problème en disant « Moi, c'est ça que j'ai compris. Si c'est ça, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est bien ça ?» Donc, la personne va reconfirmer. Et là, par exemple, admettons qu'il ne trouve pas la réponse. Là, le bot, il est paramétré pour envoyer un email en disant « Voilà, je n'ai pas pu répondre à telle requête. » Il va dire « Laissez-moi votre prénom, votre email. » Une personne de notre équipe va vous répondre sous 48 ou 72 heures. Okay. Donc, ce qui fait que l'assistante, elle va se ramasser avec seulement 10% des communications. Parce que lui va répondre à une grande majorité. Ouais. C'est « Ah, mon numéro de commande, elle en est où ma commande ?» C'est un ouais, peu ça. Il est capable. Mais il faut qu'après, ce soit connecté. Il faut que le chatbot soit connecté à l'outil de suivi de livraison de colis ou à l'outil de suivi d'inventaire pour dire oui, c'est en stock. Là, c'est plus avancé, effectivement. Mais là, tu commences à rentrer dans quelque chose de plus avancé, mais oui, tu peux le connecter à ta boutique. Comme j'ai dit, tu peux le connecter à Instagram, tu peux le connecter à... J'ai eu un cas dans l'immobilier où c'était sur WhatsApp. Ça n'a rien à voir avec le e-commerce, mais WhatsApp, tu sais, les demandes de logement, les gens... Ah, c'est quoi le code du Wi-Fi? Des questions comme ça. Ben, lui, il traite ça. C'est ça, il y a des tâches faciles que tu peux lui déléguer et tu peux dire, bon, ben, c'est quand tu commences ton bot, dire, voilà, est-ce que tu as une requête par rapport au sujet A, B ou C. Tu sais que le C, il est plus sensible. Le A et le B, tu vas lui donner du loose pour y répondre avec sa base de données. Et le C, ben là, tu le diriges vers... Je fais ça parce qu'en fait, quand tu as ton bot, c'est... Oui, c'est très c'est une map. En fait, tu as une map et en fait, tu le rediriges dans un chemin où tu sais qu'il y a une probabilité d'erreur. Donc, tu t'attends à ça. Et c'est pour ça que, et ça, je recommande à tout le monde, c'est quand vous ajoutez des bots sur vos espaces, toujours dire que c'est une IA. Parce que c'est une intelligence artificielle qui est en train de parler. Parce qu'il y en a qui ne vont pas nécessairement s'en rendre compte. Ouais. Et si la réponse, elle est mauvaise, il va croire que, OK, mais ils ne comprennent pas ce que je dis, etc. Ouais. C'est bien de le spécifier, de dire, voilà, tous mes bots, ils commencent par « Bonjour, je suis l'intelligence artificielle de ABC, et donc là, je suis là pour vous aider au mieux de mes connaissances. » C'est un bon point parce que il y a des gens qui peuvent être vraiment frustrés d'avoir parlé avec Eric pendant 5 minutes pour se rendre compte qu'Eric n'existe pas. Ben ouais. Et donc, c'est important quand on fait un chatbot qu'on est un assistant pour les aider et qu'au besoin, on redirigera vers un agent. Mais ça, après, ça dépend de notre type de clientèle, parce qu'il y en a qui, peut-être que si on a une... Tu pourrais dire, je veux parler avec un agent immédiatement. Oui, voilà, pour prévenir, parce qu'il y en a qui se diraient, j'ai pas envie de parler avec une intelligence artificielle, je veux parler à quelqu'un. Hein. Effectivement. Et là, si la personne le mentionne, ben là, tu mets tout de suite, il n'y a personne en ce moment, ben laissez un message, on va vous répondre. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. C'est pas Donc, si tu vends tu vends des produits à 5000 pièces sur ton e-commerce, oublie ça. Ben là, on s'attend à un service très personnalisé. Là. Si tu vends des produits, c'est des achats impulsifs à 10 pièces, à 15 pièces, ben là, tu peux avoir un bot parce que tu te retrouves avec un plus gros volume. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Exact. Il y a même des entreprises justement de luxe qui vont même mettre de l'avant no AI. Ils disent, nous, la politique, c'est on n'a pas d'AI, on gère ça avec des humains, mais c'est justement des produits peut-être plus de luxe, là, des bijouteries, du diamant. Mais ils ont beaucoup d'automatisation derrière. Ils ont de l'automatisation derrière, mais le contact va être nécessairement humain. Ouais. Donc ça devient un avantage ça peut donner un avantage commercial de dire je n'ai pas ça ou j'ai ça. En fonction de ton type d'entreprise, ça pourrait être effectivement un souci éthique. Éventuellement, on va même pouvoir, probablement que ça va être décrié la consommation d'énergie que l'intelligence artificielle peut amener. Donc, il va y avoir ce genre de questionnement là, de certaines entreprises qui vont se demander, est-ce que c'est une bonne chose d'utiliser partout? Est-ce que, donc, les entreprises qui sont un peu plus, disons, écologiques vont devoir se poser la question. Tu parlais un peu des types d'entreprises qui seraient amenées à avoir un chatbot ou non.
qu'à partir de quelle taille, en fait, ou quel volume de commandes en ligne, ça devient intéressant en termes de gain de temps d'avoir cet outil-là? Ben, c'est toi. La cliente, elle s'est dit, ben, regarde, j'avais une personne, je l'avais embauchée pour quelques heures, elle fait du temps plein là-dessus. Elle a la réponse à sa question, il n'y a même pas besoin de se poser la question. Sûr que si tu as un petit volume, ça ne sert à rien d'aller mettre, enfin ça sert à rien. C'est utile, mais à quel point c'est pertinent, c'est ça. Et en termes de coût, c'est assez accessible ou C'est quand même très accessible et ça dépend du type de bot que tu fais. Il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, tu peux aller, il y a des applications sur Shopify qui le font très bien, où tu vas payer un forfait par mois, 50 pièces par mois, 60 pièces par mois, et puis ils vont te fournir un bot avec des accès limités. Tu n'as pas ta map, tu fais pas ce que tu veux, tu lui donnes la base et lui se débrouille. Arrive ce qui arrive, tu peux jouer avec quelques paramètres et après tu peux faire des bots un peu plus avancés où tu peux utiliser des plateformes open source comme BotPress, VoiceFlow, etc. qui te donnent la flexibilité, tu peux construire la map un peu comme tu veux, ton parcours client comme tu le veux, le plugger à ton Messenger, ton Instagram, tout ce que tu veux. Et là, les coûts vont être différents. En fonction des plateformes, il y en a qui vont te charger l'utilisation de la plateforme et ce qu'on n'a pas parlé, et c'est le modèle de OpenAI, c'est là où ils font aussi de l'argent, c'est les connexions API. C'est-à-dire que tu as ta plateforme open source ici d'un côté, elle est connectée, elle peut être connectée à OpenAI, elle peut être connectée à ChatGPT, etc. Et en fait, chaque fois qu'il y a une requête, tu payes ta requête. Je vulgarise un peu là, mais tu vas payer 0,00 $1 pour cette requête-là. Donc ton bot, tu vas avoir un client, hop, ça va te coûter ça. Et en fait, tu payes à la requête. Donc ça aussi, c'est un modèle, qui peut être coûteux si tu as un gros volume, mais il faut évaluer. C'est quoi entre payer un employé à temps plein et puis payer à la requête. Ouais. Tu as l'installation aussi, parce que on a compris que c'est pas super simple de partir sur une application qui n'est pas plug and play. Donc, il y a du travail à faire, par exemple, que toi, tu dois faire. Nous, on fait. Moi, je ne suis pas un codeur, je n'ai pas cette prétention-là. Donc, je travaille beaucoup avec des outils no-code, low-code, où on limite les portions du code. Des fois, tu vas en avoir besoin. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que même ChatGPT, des fois, peut t'aider à analyser des codes. Je le dis aussi, là, au besoin. Et donc, c'est ça. On va bâtir des structures. Quand je travaille avec un client, OK, on regarde la map. OK, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut éviter. Et c'est comme ça qu'on va le faire. Toujours d'un point de vue marketing, là, on a parlé là, du chatbot. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être intéressants? Un des outils importants, c'est la segmentation. Je pense que dans le fond, dans ce qu'on amène généralement dans une petite entreprise, assez rapidement, là, notre mine d'or en tant que petite entreprise, c'est notre base de données client. Parce que c'est là-dessus qu'on veut bâtir, c'est là-dessus qu'on génère des ventes. On veut qu'ils parlent de nous à leurs amis. Mais il faut leur parler de la façon qui les intéresse. Donc, c'est sûr que si moi, j'achète effectivement une table et puis que la semaine suivante, j'ai une infolette sur les tables en spécial, ça ne va pas me faire convertir. Mais si on me parle de vaisselier, de chaises, voilà. Donc, la segmentation peut être faite par une intelligence artificielle, par exemple, qui va pouvoir analyser des grandes quantités de données pour voir le profil des clients. Est-ce que c'est quelqu'un, déjà, est-ce que c'est une femme ou un homme? Donc, il y a déjà une différenciation au niveau. Qu'est-ce qu'elle achète? Est-ce qu'elle achète pour ses enfants? Est-ce qu'elle achète pour elle? Est-ce qu'elle achète toujours en spécial? Est-ce qu'elle achète toujours les nouveautés? Est-ce qu'elle achète le soir tard ou le matin tôt? Et donc, on peut créer la segmentation. Donc, on demande, finalement, on envoie nos données. On demande à ChatGPT, par exemple, propose-moi une segmentation appropriée pour ma clientèle. Là, il va dire, d'après ce que j'ai vu, 50% sont des femmes, 50% sont des hommes, ça serait intéressant de les séparer. Bon, vous avez des gens qui achètent... Et là, il va proposer finalement une segmentation qu'on peut ensuite utiliser pour venir ajouter dans notre site web, par exemple Shopify, des tags. On va taguer nos clients. Il peut y avoir plusieurs tags. Ça peut être une femme qui achète toujours en spécial. Et là, on va avoir des infolettres. Et là, on va servir encore là, de ChatGPT pour générer des infolettres adaptées. Donc, bien sûr, on va avoir entraîné un petit peu, c'est un peu de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et on va dire, présentement, là, j'ai segmenté ma clientèle. Maintenant, j'aimerais ça que tu parles aux femmes qui achètent en spécial. Et donc, il va créer une infolettre appropriée qui va voir un peu, qu'est-ce qu'elles achètent, c'est quoi le profil d'achat général. Et, on parle de spéciaux, donc nécessairement, il faudrait qu'il y ait une connotation d'un spécial quelconque, peut-être avec une durée dans le temps aussi, qui pourrait inciter les gens. Donc, on va passer d'un taux de conversion d'une infolettre à 5, 6, 7% à une infolette qui va convertir à 15, 18, 20%, parce qu'elle va être ciblée. La personne va l'ouvrir, elle va l'ouvrir de plus en plus souvent parce qu'elle va se rendre compte qu'à chaque fois qu'elle reçoit, c'est pertinent. Donc, vraiment, la segmentation,
ça serait un autre point super important de l'utilisation. Il faut le faire demain matin. Est-ce que l'intelligence artificielle aussi peut être source de propositions pour des promotions, pour du contenu en disant on voit que tu as une clientèle qui a tendance à acheter des chaises. Ça tombe bien, tu as des chaises en surplus. Créer des bundles, par exemple. Même on peut, pour créer des promotions pour Black Friday, on peut envoyer, par exemple, on essaie d'anonymiser, mais on peut envoyer, par exemple, nos ventes. En général, les gens, le panier type. Là. Et lui, il va avoir des tendances. Il va faire effectivement, les gens qui ont acheté tel produit ont tendance à revenir 3 mois plus tard pour acheter tel produit. Donc, on devrait les jumeler. Lui, il est fort justement pour analyser des tendances, autant pour la segmentation que pour finalement les offres qu'on pourrait offrir à cette clientèle segmentée. Donc, un outil aussi pour augmenter les ventes, pour augmenter le panier d'achat. Bien lui parler en lui faisant une offre appropriée. Les deux dans le fond, sont amenés par l'intelligence artificielle de façon relativement simple. Et il y a un truc qu'il faut voir aussi, c'est que, on peut le faire comme ça. Mais par exemple, je pense à Shopify, mais ceux qui ont Shopify, souvent, ils vont utiliser un outil comme Klaviyo. De plus en plus, tous ces logiciels-là sont en train d'intégrer l'IA dans leur propre logiciel. Donc, de plus en plus, d'aller jouer. Là. Par exemple, je pense à Klaviyo parce que je l'ai vu hier, là, en travaillant là-dessus. Il y a de plus en plus d'options qui te permettent de faire des segmentations comme Alexandre le mentionne. Donc, des outils, on a plein. Après, on peut faire ça à la mitaine, aller jouer dans le chat GPT. Je trouve que c'est bien de le faire au début comme ça pour comprendre ce qu'on fait. Parce que sinon, il va te faire des suggestions, tu sais pas d'où elles tombent, comment, etc. Il y a ça. Il y a un autre truc qu'il a dit qui était intéressant et que j'ai oublié, mais qui va me revenir rapidement. Je sais pas. Ça, c'est des gens qui utilisent beaucoup de chat GPT. Ils n'ont plus besoin de penser. Ça. Mon cerveau, il pense. Mon cerveau, il pense plus. Il pense plus, donc. Non, c'est ça. Dans les cas, tu parlais des bonnes pratiques d'utilisation qui sont très faciles, que n'importe qui là qui écoute peut le faire là facilement. Tu as quelque chose qui est souvent négligé dans les e-commerce, les pages produits, la rédaction des pages produits. Tout le monde n'est pas un copywriter. ChatGPT est capable de te donner des pages produits comme tu pourrais pas faire mieux que ça. Là. Et donc, tu vas prendre mettons, tu es un fournisseur, tu prends les informations de ton fournisseur, les photos de ton produit, tu drops ça dans ChatGPT. Tu vas dire, voilà, au meilleur de tes connaissances, sur une page produit, je veux que tu me fasses la meilleure page produit possible. Il va te sortir une page produit. Tu fais, oh, waouh. Parce que ça va te servir ça va te servir pour ton SEO, ça va te servir pour plein de choses. Et puis, même pour susciter l'intérêt. Donc, et après, là, tu peux jouer, tu peux dire, voilà, je veux que tu fasses une page produit sur le mode EDA avec, pour attirer l'attention, etc. Il n'y a rien de pire qu'une page produit vide. Une page produit avec peu d'informations. C'est horrible. Ça fait tant de poids, tant de grammes, telle taille. T-shirt Jonathan, noir, coton. Non, ça, on ne peut plus faire ça en 2024 parce que ça va faire mal. Tous ceux qui ne prennent pas le temps de soigner ça. Après, je comprends, il y a des e-commerce aussi qui ont 5000 produits. Et ben justement, là, ça devient pertinent de commencer à dire, tiens, on va utiliser l'AI pour commencer à remplir nos fiches produits. Ça, c'est un. Et puis l'autre aussi que tout le monde peut faire, et c'est très facile, c'est les avis et les recommandations. Tu vas sur le site de ton concurrent. Tu vas sur le site de ton concurrent, tu dis, regarde-moi tous les avis, tu peux aller sur sa page Facebook, etc. Sur Google, c'est un peu plus difficile, mais... tu peux les copier-coller. Tu peux les copier-coller. Les avis, tu prends tous ses avis ou son compte Amazon, tu récupères tous les avis, tu mets là, je dis, c'est quoi ces 3 points forts, ces 3 points faibles. Exactement. OK, ces points forts, c'est A, B, C, ces points faibles, c'est ça, ça, ça. Tiens, tu dois faire une campagne. Je vais miser sur le B, là. Je vais faire mal et puis je vais faire une campagne sur Mais ça, ce truc-là. c'est même pour la concurrence. Moi, je l'ai déjà fait pour une cliente, par exemple, qui mettait de l'avant un certain message. Bon, elle mettait de l'avant, par exemple, je sais pas moi, le côté plaisant, c'est agréable. Et là, je suis allé voir tous ses commentaires, parce qu'il y avait comme 300 commentaires. Là, j'ai pris tout ça, puis j'ai dit, qu'est-ce qui est important pour les clients? Qu'est-ce qu'ils mentionnent sur le produit? Ça n'avait aucun rapport là, entre ce qui était mis de l'avant là, sur la page d'accueil, et puis qui mettait, les gens, c'était diamétralement opposé. Les gens, c'était, la qualité, le prix, c'était comme d'autres aspects complètement, qui a amené à dire, on devrait peut-être justement revoir la page d'accueil pour se coller à ce que les gens voient comme étant une valeur perçue. Nous, souvent, on pense que c'est ça qu'on amène, mais le client, lui, en essayant son produit lui-même, avec tous les autres produits qu'il achète, a perçu que celui-là avait cette particularité-là. Et donc ça, on s'en sert effectivement. Donc sur 300 avis, là, aller chercher des tendances, les points forts, les points faibles, les choses importantes pour le client, c'est une mine d'or. Il faut vraiment utiliser ça. Ouais, je trouve que quand on le voit, tu dois souvent le voir quand tu accompagnes les entreprises aussi, les commerces de détail, moi, c'est une des questions souvent que je demande, c'est comment est-ce que tu sais que ton client, il est content?
qui est heureux de travailler avec toi, il est heureux de consommer chez toi. Et cette réponse, elle n'est pas forcément facile pour tout le monde. La récurrence est une bonne mesure, généralement. Le fait que le client revienne, c'est déjà une première indication. Maintenant, c'est pas tout le monde qui va aller écrire un commentaire ou t'envoyer un email pour jaser, là, mais la récurrence, c'est déjà... On parlait de fiches produits puis de concurrence, là. Il y en a plusieurs, j'imagine, qui n'ont pas forcément des belles fiches produits, mais plus parce qu'ils savent pas comment faire ou parce qu'ils savent pas qu'est-ce que je dois mettre dessus. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher la concurrence pour dire, à l'outil, va voir qu'est-ce que fait le voisin et qu'est-ce qui est fait le mieux? Tu n'as même pas besoin d'aller voir qu'est-ce que fait le voisin. Tu sais, tu peux... tu sais, des fois, je vais te donner un exemple. Tu peux faire en 2 recherches Google. Je ne dis même pas de ChatGPT, 2 recherches Google. Là. Comment bien bâtir une page produit? Il faut ça. Donc, il faut vendre davantage des bénéfices que des caractéristiques. Tes caractéristiques, tu vas les mettre après. Il va te falloir mettre des témoignages. Il va falloir mettre des social proof, par exemple, dire que tu acceptes tout type de paiement, etc. Tu sais, toutes ces informations-là, tu les trouves déjà. Tu prends ça, tu prends l'URL, ça fait du sens pour toi, tu lis, tu prends l'URL, tu copies-colles, tu dis voilà ChatGPT, voici les bonnes pratiques, c'est ça que j'aimerais, voici le descriptif de mon produit. Prépare-moi une fiche produit qui respecte ces critères-là. Ça te l'a donné? Puis il te donne la fiche produit avec le nom item, ou il peut te faire aussi une mise en page de ton site internet pour que ce soit visuellement beau. Il n'y a pas que le contenu. Il va te le structurer. Après, toi, tu le mets, tu fais ta mise en page dans ton site. Ouais, ça demanderait une connexion API. C'est ça, tu mets une API. Mettre l'information d'une certaine façon. On parlait à un moment donné des outils qu'il y a sur Shopify. Bon, Shopify, c'est un des marchands qui est le plus utilisé, là, surtout. WooCommerce et Shopify sont les deux. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui peuvent être facilement utilisables sur ces Shopify et WooCommerce? On n'a pas parlé encore des ce qu'on appelle les virtual try-on, qui permettent d'essayer un bien virtuellement, finalement. Donc, ça, c'en est un autre. D'ailleurs, on a un projet... un projet, là, c'est pour Q1 2025, mais Mais j'en ai un autre cette semaine. OK, bon, voilà. Donc, on en a d'autres. Parfois, on veut, par exemple, si on fait des meubles, et ça, on l'a vu sur des grandes marques, là, mais quand même voir le meuble dans son environnement. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose de peut-être un peu plus classique, mais qu'on est habitué de voir généralement dans les entreprises un peu plus grandes qui deviennent maintenant de plus en plus accessibles avec l'intelligence artificielle qui a accès à des moteurs, disons, à peu de frais la requête. Oui, c'est ça. Mais t'en as là, essayer une paire de lunettes, essayer une perruque, essayer une paire de chaussures. Ça, c'est des applications que tu peux retrouver. Ouais. C'est plug and play. C'est ça. Et c'est accessissent. C'est pas non plus des investissements énormes pour les... Après, tu as des abonnements qui sont quand même coûteux. Il y en a qui sont à 50 pièces, mais il y en a qui c'est du 1000 pièces par mois. Ouais. Après, il y en a qui vont te faire en fonction de ton volume de trucs. Il y en a qui vont te faire au nombre d'essais que tu fais. Mais c'est quelque chose que tu peux paramétrer et que tu peux monter. Il faut toujours calculer un peu le retour sur investissement. Dans le sens que quelque chose est cher si il est supérieur au retour sur investissement. Donc, c'est sûr que 50 $ par mois, si toi, ça génère plus de 50 $ de bénéfices par mois, parce que les gens peuvent essayer, et c'est pas beaucoup, déjà, c'est un outil qui est bénéfique. C'est sûr que là, si tu n'arrives pas à justifier un investissement, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Donc, on calcule toujours le retour sur investissement. La plupart des détaillants ont des outils informatiques qui sont de base, je dirais, puis je pense à un CRM, un ERP, un TMS. Et ça, c'est des outils où quand on doit le changer, c'est la croix et la bannière. C'est compliqué parce qu'on a toute notre donnée d'entreprise qui est à un endroit, il faut changer pour passer à un autre. Là, tu me disais qu'il y avait des outils qui sont très accessibles, puis d'autres qui le sont un peu moins. Donc quand on grandit, on avance, on veut changer d'outil. Est-ce que c'est un peu la même complexité de changement d'outil ou ça se fait plus simplement que de changer son système comptable? Tout dépend de ce que tu veux faire. Il y en a qui ont des problématiques un peu plus complexes. Je vais donner un exemple. J'en ai une qui vendait des produits, Shopify, donc logique, modèle très simple, des articles de sport, bien-être, etc. Puis là, ils se sont dit, tiens, on va faire des séances, on va organiser des trucs pour nos clients. Donc là, ils se sont mis à faire un deuxième volet qui fonctionne bien aussi, où ils offrent des cours, etc., des sessions. Sauf que Shopify, c'est pas fait pour ça à la base. Ouais. Donc les gens achètent quand même sur Shopify, ils ont gardé ce modèle-là. Mais chaque fois qu'il y a un cours ou une session, il faut télécharger ta liste de gens qui ont acheté, quels cours ils ont acheté, les mettre dans un tableau Excel, les mettre par session, etc. Donc ils ont un job à la main à faire
qui est incroyable. Et plus il y a des sessions, plus il y a des cours qui s'ajoutent, plus tu as du travail à faire. Donc ça, ce genre de choses, c'est des choses que tu peux personnaliser. Mais là, tu vas rentrer dans quelque chose de vraiment très personnalisé parce que c'est où tu abandonnes Shopify et tu passes sur une autre plateforme qui te permet de faire deux choses, ou bien tu dis, OK, on va simplifier, on va connecter l'API à une API à Shopify qui sorte les données, qui les extrait, qui les met dans un logiciel du type Airtable ou Notion. C'est du cas par cas. Quand c'est du plug and play, ça peut être très intéressant en fait pour les petites structures, parce qu'après, quand on parle de connexion, c'est un outil que tu connectes à quelque chose, puis tu connectes par-dessus tes connexions. Ça peut vite être un peu bordélique, puis faut pas que ça plante là, parce que si t'as un truc qui plante, t'as une réaction en chaîne. Chaque chose a ses mises à jour aussi. Hein. Ouais. Une mise à jour d'un système entraîne une possibilité qu'il y a une rupture. Donc là, il faut que tu sois accompagné quand même par quelqu'un qui puisse prendre le relais s'il y a un problème. Ouais. C'est comme son garagiste, il faut garder ça pas trop loin. Ouais, l'image est bonne, là on a tous besoin de garagistes. Ouais, c'est ça. Tu as acheté la voiture, il faut que tu gardes ça pas trop loin. Ouais. Tu peux le faire toi, mais c'est comme la pub, la pub Facebook. Là, tout le monde peut faire une pub Facebook, là tu vas, mais après quand tu dis, OK, est-ce que tu as fait du retargeting, tu as installé ton pixel, est-ce que tu as pris des données de géotargeting pour cibler tes concurrents, bah, là tu rentres dans un autre niveau, donc c'est toujours la même chose. Tu peux faire des trucs toi-même, mais jusqu'à quel point? C'est ça la question. OK. On a un peu touché le virtual try-on, là, mais on est passé un peu sur autre chose. Là. Mais je veux vraiment qu'on revienne là-dessus puis parler un peu d'un bon panel de possibilités pour les petits détaillants. Parce que pour moi, qui suis dans la logistique, la livraison, les retours, c'est le grand mal de la livraison. C'est le grand mal du e-commerce. On veut absolument limiter les retours. Et de ce que je comprends, ça, c'est un bel outil pour limiter ces retours-là. Particulier. Dans le fond, plus on donne d'informations aux clients avant d'acheter le produit, moins il y a de surprises négatives ensuite. Donc, c'est pareil, avoir une bonne page produit qui inclut une bonne grille des tailles, le plus d'informations possible sur l'entretien. C'est sûr, quelqu'un qui reçoit un truc puis il se rend compte que finalement, c'est trop compliqué à entretenir, ben non. Les tailles, ça, c'est toujours un gros problème. La qualité de l'item, c'est sûr que, il faut que la qualité soit là au rendez-vous. Le virtual try-on, c'est un petit plus pour certains types de produits. Mais comment ça fonctionne réellement, là, concrètement, un virtual try-on, là, pour le consommateur? Puis tu parlais des tailles, c'est quand on est une boutique qui vend différentes marques, et les marques, elles n'ont pas, les mêmes tailles. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on intègre ça? Il y a des applications qui essaient ça, c'est pas encore l'intelligence artificielle, mais il y a ça, effectivement, qu'on voit sur l'industrie du vêtement, là, par exemple. Quand on va sur choisir ma taille, il y a toujours le bouton genre « Quelle est ma taille? » là. Puis là, il nous dit « Donnez-nous une marque que vous achetez. » Bon, là, vous avez choix H&M, Zara, Gap, blablabla. Qu'est-ce que vous portez? Du médium. Et là, il va comme balancer en fonction de la marque actuelle. Donc, est-ce que moi, je porte du Gap médium, donc ici, tu devrais peut-être aller vers le small, parce que nous, donc ça, il y a ça, mais sinon, au niveau de l'intelligence artificielle... Les try-on, c'est surtout pour les essais. Là. Tu sais, une paire de lunettes, tu as envie de voir est-ce qu'elle fit sur ta tête. Si tu vois juste la photo, tu peux pas savoir si elle fit. Donc, c'est plus dans cette optique-là que ça t'aide. Bon, le même pour les vêtements. J'ai regardé justement hier pour une autre cliente qui designer de vêtements, donc des vêtements, on sait, les shootings, ça coûte quand même un certain prix. Et puis, il y a maintenant, justement, donc on peut littéralement prendre une photo de soi, choisir le vêtement, et ça le met sur soi-même, finalement, avec tous les plis, comme ça devrait être. Là. On voit vraiment comment le vêtement tombe. C'est vraiment fiable. Non, ça sort bien. Ça sort bien. Ça sort très bien. Pour l'avoir essayé, oui, vraiment, c'est étonnant. Même les try-on, par exemple, sur les lunettes ou les chaussures aussi. Les chaussures tu vas acheter une paire de souliers, tu prends ton téléphone, tu fais ça, hop, 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 et puis c'est incroyable. Ouais, et on est qu'au début. Hein. Ouais, on est qu'au début. C'est vachement important ce que tu dis, je trouve, parce qu'effectivement, on est au début, mais ça va très vite. Ouais. Ça va déjà très, très vite. Ouais. Et je pense que pour beaucoup de détaillants, faut prendre le train en marche, là. Parce que si tu le prends pas maintenant, il y a une différence. C'est possible que tu te fasses dépasser par un concurrent qui, lui, a déjà commencé à faire des requêtes sur ChatGPT. Mais déjà, la segmentation, pour moi, c'est le début là, de ce qu'on devrait faire maintenant. On a l'option. Avant, c'était compliqué. Là. J'ai 10 000 clients. Passe à travers de tout ça, là, je veux dire, même si j'embauchais une stagiaire là, qui passe à travers de tout. Hommes, femmes. Mon Dieu, analyse, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, avec ces modèles-là qui sont capables d'absorber toutes ces données-là, faire de la segmentation et avoir des infolettes appropriées, ça devrait être... tu n'as pas le choix. Là. Si tu ne fais pas ça, là, je veux dire,
Ça se peut pas là, dans un an là, Ouais. d'envoyer des infolettes totalement inappropriées. Là. Ouais, puis avec le flou d'informations que le consommateur est assommé d'informations, il faut qu'il y ait une Oui. information qui soit vraiment ciblée pour lui, parce que sinon... Exactement. Ciblé, qui arrive au moment opportun, qui soit le plus en lien. Il faut même, parfois, ça peut même être une promotion parce qu'il fait beau. Là. Je veux dire, il fait soleil pendant 3 jours en octobre. On a une boucherie, on fait promotion barbecue. Donc, il faut que ça soit plus dynamique que ça. Là. McDonald's était les premiers à avoir fait ça un peu avec l'intelligence artificielle. Ouais, pas avec là, on parle d'il y a quelques années là, déjà. Pour le service au volant, en fait. Okay. Et pour calculer quand il neige, en fonction du jour de la semaine, etc., pour prévoir les quantités. OK. Ouais, parce que ils étaient capables d'anticiper, aujourd'hui, il neige, il fait tant de degrés, OK, on sait qu'on va avoir une baisse de 20% d'achalandage à l'intérieur, mais qu'au service au volant, ça peut augmenter de 10%. Okay. Donc, ils se préparent en conséquence. Puis, le service au volant, il demande des cafés puis des bagels, donc on se stocke de café puis de bagels. Là, on devient plus avancé là, dans l'intelligence artificielle. Là, c'est quelque chose, on parle de quelque chose développé à très haut niveau, mais petit à petit, on a des outils qui permettent d'être accessibles à des plus petites structures. Puis ça amène vers les outils, effectivement, les outils qu'on a comme Klaviyo. Bon, à peu près, même Shopify, maintenant, il y a l'outil de génération de pages de produits là, par AI. Ils sont en train de le faire. Donc, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, petits ou grands, parce que ça devient de plus en plus accessible, vont avoir des fonctionnalités AI de segmentation. Bon, Klaviyo l'a déjà, mais Klaviyo, ça a un certain prix, c'est pas tout le monde qui l'a. Là. Il y a beaucoup qui sont avec MailChimp encore. Mais MailChimp va devoir arriver avec une certaine forme de segmentation aussi. Je veux dire, présentement, on est à définir des outils qui viennent nous aider, mais la majorité de nos outils, dans 2-3 ans, vont avoir intégré beaucoup de ces fonctions. OK, intéressant. On parlait aussi de l'approvisionnement, là, sur l'exemple de McDonald's. Là, est-ce qu'il y a des outils qui aident un peu plus en amont de la vente en ligne, donc pour l'approvisionnement, la logistique? Oui, bien, et si on n'est pas encore dans un outil où l'intelligence artificielle est implantée, là, comme des grandes solutions type ERP, là, on peut quand même envoyer, par exemple, disons sur un an, on envoie, on exporte nos stocks sur un an, là, donc un CSV. Là. On envoie ça à ChatGPT, on lui dit, voici maintenant mes données des 3 derniers mois. Donc lui, il va faire une comparaison, il va voir donc les données historiques de l'année dernière, plus il va faire une comparaison, donc il va avoir une croissance. Là, on lui demande, selon toi, pour chacun de mes items, quel devrait être mon stock pour Black Friday, par exemple. Et donc, lui va pouvoir suggérer pour chaque item, en fonction des données qu'il y a et de la différence de cette année, le stock qu'on devrait avoir par SKU. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intégré dans les outils, mais maintenant qu'il n'est pas, qu'il est dans très peu. Donc, c'est vraiment une exportation CSV qu'on va donner à notre outil. Puis on peut lui donner plusieurs niveaux. Une exportation des ventes, une exportation du stock actuel. Ça peut être autant prévisionnel des ventes tu peux tout analyser. Que du stock. Si on est en amont, effectivement, on va vouloir faire des PO à nos fournisseurs pour avoir le stock nécessaire en inventaire. Puis, il faut juste lui donner de l'information parce que, dans le fond, lui, c'est ça, une de ses forces, c'est la prévision, les tendances. Mais il faut lui donner des données. C'est juste ça qu'il attend, lui. OK. Pour finir, là, chacun de votre côté, là, 3 conseils là, sur l'intégration de ces solutions d'entreprise. On commence par où? C'est quoi le plus important? On ouvre un compte. On ouvre un compte, mais surtout, la première chose à se poser comme question, c'est quoi comme objectif? Qu'est-ce que je veux faire? Pas penser IA, mais penser qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est... Parce que souvent, on dit, je veux aller plus vite. Oui, mais qu'est-ce qui va lentement déjà pour pouvoir l'accélérer? Donc, qu'est-ce que je veux changer dans mes processus que je veux améliorer? Donc, analyser ces processus. Et de là, on va regarder les opportunités qu'il y a. Ensuite, une fois que je dis, OK, je veux, améliorer mon service après-vente, faire ceci, faire cela, est-ce qu'il y a des outils existants déjà? Parce que des fois, on peut essayer de réinventer la roue, alors qu'il y a peut-être des outils. Une petite recherche, ça me permet de savoir s'il y a des outils. On peut même demander à ChatGPT, est-ce qu'il existe des outils? Il va nous le dire aussi. Donc, c'est ça. Et puis après, faire la mise en place de la solution. Juste faire attention, ChatGPT est en 2023. Donc, si on veut demander, c'est mieux avec Gemini. Si on veut des outils actuels. À part c'était un compte payant et tu le donnes de l'URL. J'ai demandé ça à ChatGPT hier, puis il m'a dit Gemini, c'est pas encore ouvert. Mais des fois, il niaise. Il peut y avoir des... dans son temps, lui, il n'y avait pas de Gemini encore. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une mentalité à changer. C'est au moins
comprendre que ça va être là et il faut essayer. Ouais, t'as pas le choix. C'est vraiment la troisième révolution là, industrielle. Ouais. T'as pas le choix, mais en même temps, c'est un outil. Je veux dire, c'est pas comme si on était forcé. Hein. Je veux dire, ça amène des bénéfices tangibles là, au niveau de l'efficacité, de l'analyse des données. Alors, on arrive à un meeting beaucoup plus préparé là, quand on a déjà pris compte de l'information qu'on a reçue, de la tendance, de ce qui se fait dans le marché, de la concurrence. Quand on arrive pour faire un meeting stratégique ou peu importe, on est tellement plus avancé qu'on l'était avant. C'est moins de la discussion qu'on avance. Là. Donc, pour la génération de contenu, pour l'analyse de nos données, cibler mieux notre clientèle, se rendre compte que peut-être notre clientèle a évolué. C'est pas, on devrait, je veux dire, oui, on devrait y être parce que c'est là pour aider l'entreprise. Je veux dire, si on n'y est pas, on manque quelque chose. On manque une aide. C'est comme si on avait un stagiaire hyper performant, presque gratuit. 24 heures. Puis on dit non, moi, je ne veux pas de stagiaire gratuit performant. OK. Ben, je trouve que c'est une belle conclusion, ça, de comparer ces outils-là à quelque chose qui est vraiment nécessaire. Merci Alexandre. Merci Cédric. Merci à toi. Je pense qu'on a éclairé un peu plus, vulgarisé les solutions qui existent et montré aux gens que c'était accessible et c'était important de commencer avec ça. Merci d'avoir été à l'écoute de notre balado et donc on se reprendra plus tard pour de prochaines entrevues.